Bonjour. On va parler du fait de ne rien faire. Alors il y a toujours ce paradoxe de l'action, de ne rien faire. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les traditions, par exemple zen, bouddhiste. Puis ce sont des choses récurrentes dans plein de traditions. Alors on pourrait se méprendre parce qu'il y a un paradoxe. Qu'est-ce que c'est la non-action dans l'action? La non-action, en fait, le fait de ne rien faire, c'est ne pas suivre les choses dans l'action. C'est-à-dire que suivre, c'est s'attacher à une manière d'être. Par exemple, on me dit il faut méditer. Donc, je vais m'asseoir dans la posture qui me convient, et puis j'essaye de méditer. Je me mets dans la concentration, je ferme les yeux, je me détends, et puis j'essaye de vider les pensées. Et donc j'ai cette action de vider les pensées, puisqu'on m'a dit, pour méditer, il faut se vider la tête, il faut relâcher le mental et tout ça. Donc j'ai une action suivie qui est celle de ne pas penser. Eh bien, cette action est en trop. C'est quelque chose qui, en fait, va m'empêcher d'entrer dans la méditation. Donc la méditation, qui est le fait d'être, simplement, c'est l'action de ne rien faire. Parce que ne rien faire est une action, mais surajouter quelque chose à cette action, c'est l'empêcher d'exister. C'est la cantonner à quelque chose de fixe, de figé. Donc, quand j'essaye de faire le ne rien faire, je l'empêche d'exister. Je l'empêche d'agir. Donc il faut directement ne rien faire. Et c'est ça qui est difficile parce que la nuance est subtile. Comment je fais directement ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui ressemble à ne rien faire? Et c'est quelque chose qu'on ne peut qu'expérimenter. Expliquer peut permettre de comprendre un petit peu le principe, mais sans le mettre en application, sans le vivre, on ne peut pas le comprendre réellement. Alors, l'action directe de ne rien faire, c'est se poser dans son acte sans l'analyser, sans le juger, même s'il y a des pensées qui viennent, c'est ne pas retenir l'action. C'est-à-dire que, par exemple, je décide de rendre service à mon voisin. Voilà, je vais, comme c'est une personne âgée, je décide chaque semaine de sortir ses poubelles. Comme ça lui évite de transporter quelque chose d'un petit peu lourd et encombrant et jusque à la benne. Bon, c'est une petite action qui me fait plaisir, qui lui fait plaisir. Je décide de le faire aussi parce que ça redore un petit peu l'image que j'ai de moi-même. Parce que je me dis, en fait, dans ce monde, dans cette actualité où tout va mal, où j'en suis moi, qu'est-ce que je fais pour aider l'autre en tant que bonne personne, en tant qu'individu qui se veut être sympathique, qui veut participer à l'effort collectif. Et je me rends compte que je fais pas grand-chose. Et puis dans ma tête ça trotte, voilà, et je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aider mon voisin. Et donc, dans cette action généreuse, il y a une deuxième action, qui est celle de l'image de moi-même. Et donc, en fait, la véritable énergie est au sens, est dans un sens égocentrique. Même s'il y a une partie de générosité effective. Voilà, il y a un mélange. Voilà, donc il faut nuancer un petit peu l'action. Et donc, on voit que mon action qui pourrait sembler pure, j'aide mon voisin, ne l'est pas. Et c'est ça, en fait. Agir en trop, c'est surimprimer à l'action quelque chose qui n'est pas nécessaire. En fait, la générosité, ça peut se vivre de manière spontanée. C'est-à-dire que si je me penche sur moi-même et que je m'analyse, je vais toujours décider de quelque chose qui est meilleur par cette réflexivité. Et donc, ça sera toujours quelque chose que je vais forcer un petit peu. Je vais forcer le trait à la générosité, par exemple. Voilà. Donc, comment faire pour ne pas surimprimer l'émotion, ne pas surimprimer l'aspect psychologique? Eh bien, c'est ne pas s'analyser, ne pas se regarder soi, mais plutôt faire les choses dont j'ai envie. Alors peut-être que forcément il y aura des aspects inconscients et qu'il y aura quelque chose de surimprimé,
Mais ça sera toujours plus faible, moins présent, si je ne me regarde pas et que je ne me force pas à faire quelque chose parce que je suis convaincu que c'est cette chose-là que je dois faire. Simplement parce que j'ai une estimation que c'est mieux ainsi. Il faut que ça soit mieux directement ainsi par le fait d'être directement dans l'action. Alors je sais pas si vous me suivez. Hein. Donc si j'ai envie d'aider mon voisin, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit quelque chose qui soit un élan, un désir profond, ou en tout cas un désir, tout simple, de manière à ce que cette énergie soit non transformée. À partir du moment où je me pose la question de ce qui pourrait être bien à faire, je suis déjà en train de transformer l'action. Alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des moments où je vais me poser des questions ainsi, et l'action qui va en découler sera pure. Mais voyez quand même que souvent quand je réfléchis les choses, l'action qui en découle risque de ne plus être aussi simple que je le pensais à l'origine. Je vais projeter beaucoup de choses personnelles, et donc de ce fait-là, je vais transformer par mes structures mentales, par mes attachements, je vais transformer un geste juste en quelque chose d'un petit peu complexe, un petit peu fabriqué. Et donc le fait de ne rien faire, c'est simplement ne pas ajouter d'énergie à quelque chose qui est tout simple. Donc si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je me triture pas le cerveau en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, ceci. J'essaie de simplifier l'action en ressentant le plus directement possible ce que j'ai envie de faire tout simplement, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le moment présent? Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne? Est-ce que j'ai pas envie? Parce qu'en fait, on voit que dans nos sociétés, moralement, on est toujours en train de dire il faut rendre service à l'autre, il faut se sacrifier pour les autres, il faut aider sa famille, il faut respecter ses parents, il faut respecter l'autre, il faut pas faire de mal, etc. Mais en fait, si vous regardez bien, ce sont des règles émises par un processus collectif qui évolue d'ailleurs de génération en génération, parce qu'on ne se comporte pas, nous, de la même manière que nos parents, et on ne se comporte pas non plus de la même manière que nos enfants, et puis ça est tout le temps en train de se transformer. Et donc, on voit que ces règles, en fait, elles sont d'une certaine manière fictives, c'est-à-dire qu'elles correspondent à un moment et à une façon de voir les choses. Mais elles n'ont pas de réalité propre, elles sont nécessaires dans une certaine mesure, puisque ça permet de vivre ensemble, et ça, c'est pas idiot du tout, mais on peut retrouver une certaine liberté, une certaine distance, et prendre du recul par rapport à ces mesures, dans le sens où, si j'ai envie d'exister pleinement, de me vivre et de vivre la vie, eh bien, je vais essayer de me détacher tout doucement de ces structures qui finalement me contraignent. C'est quelque chose qui va m'empêcher de voir et de vivre l'action de manière toute simple, en fait. Parce que je vais toujours la vivre par rapport à tout un ensemble cogité, tout un ensemble de tensions, en fait. Ce sont des tensions. Je vais m'imposer ces tensions. Voilà. Donc, ne rien faire, en fait, c'est directement agir. Et donc, ne rien faire n'est pas ne pas agir. Donc, si j'ai des choses à faire, je les fais. Si j'ai des courses à faire, je les fais. Mais si, à partir du moment où, quand j'ai des courses à faire, je me dis « Ah oui, mais j'ai pas trop le courage aujourd'hui, et puis ça, c'est pas forcément urgent. » Alors que je sais au fond de moi-même que j'en ai quand même besoin rapidement. Par exemple, ça fait 3 mois que je dois remplacer mon ampoule, et puis dans mon bureau, puis j'en ai besoin pour travailler, puis je le fais pas. Puis je dis, c'est pas grave, je le ferai demain. Des choses comme ça. Ça montre que je suis pas dans le présent. Parce que je ne vais pas dans l'énergie. Et donc, je fais quelque chose. Et donc, je ne suis pas en train de ne rien faire, parce qu'en apparent, je ne fais rien, c'est-à-dire que je ne bouge pas de chez moi. Mais justement, ceci est une action induite par un attachement, par une paresse, par une fausse légitimité. Enfin, il y a toujours une légitimité, mais on dit fausse légitimité dans le sens où ce n'est pas juste au sens de l'action et du vrai ne rien faire. Parce que si réellement je n'avais rien fait dans le sens où je serais resté calme en moi-même, eh bien je me serais mis dans l'énergie et j'aurais fait la course tout simplement, et puis ça m'aurait pris 1 heure, et puis je n'aurais pas, été pris par cette émotion de rejet, de contrainte par rapport à cette nécessité. Et donc, dans le quotidien, comment j'éprouve l'action de ne rien faire? Eh bien, c'est en ne refusant pas les choses, et en ne refusant pas non plus le refus. C'est-à-dire que des fois, quand je me sens paresseux, quand je me sens pas bien dans les choses, c'est aussi accepter qu'il y a des moments où je suis pas au top, et que cette
manière de refuser un petit peu le réel doit aussi être acceptée, parce que je suis en apprentissage, je suis en évolution. Et donc tout doucement, je vois qu'il y a plein de strates, plein de niveaux, où je peux apprendre à ne rien faire. Et plus j'approfondis la manière de vivre cette non-action, plus en fait je vais voir que je vais être dynamique. Parce que moins je me retiens de ne pas faire les choses, et plus ma vie est riche, puisque à chaque fois que quelque chose se présente, une occasion, eh bien je vais aller dedans. Je vais pas hésiter à rentrer dedans. Et les moments où je dois me poser, me calmer, je ne vais pas non plus m'agiter dans tous les sens, alors qu'il faut que je sois bien présent, bien solide dans mes baskets, et que je sois enraciné ici et maintenant. Et ceci, donc le ne rien faire, c'est pas l'apparence extérieure de je bouge pas. Est-ce que je suis tranquillement chez moi ou est-ce que je suis en train de m'agiter à l'extérieur? C'est que je sois en train de bouger ou que je sois fixe, c'est qu'est-ce qui en moi est en train d'agir. Est-ce que c'est une justesse, une profondeur du réel? Est-ce que c'est une sensation qui me pousse réellement à faire les choses, cet élan dont je parle? Et ça, c'est intuitif, c'est personnel, c'est quelque chose à ressentir par soi-même. Ou est-ce que ce sont plutôt des envies, des attachements, des émotions emplies de tout un tas de choses qui vont me forcer à ne pas bouger ou à bouger. Et voilà, c'est vraiment ça la nuance. C'est cette honnêteté par rapport à soi-même, de savoir ce qui me pousse à agir. Et puis, quand je cède à ces désirs inconscients et à ces forces qui me tirent un peu vers le bas, c'est ne pas être frustré de ça quand je m'en aperçois, mais aussi l'accepter. La non-action, c'est aussi quand je fais une bêtise ou quand je me sens mal dans mes pompes, c'est d'accepter cette réalité. Ne pas la refuser. Et progressivement, je vais retrouver l'énergie dans le quotidien et je vais pouvoir vivre l'immobilité, la manière dont la conscience se vit à travers l'action ou la non-action. Et c'est quelque chose qui va devenir assez global et je vais pouvoir ne pas agir quand j'agis et agir intérieurement quand extérieurement je n'agis pas. C'est un petit peu ça, on retrouve cet adage dans les arts martiaux, c'est l'immobilité dans le mouvement et le mouvement dans l'immobilité. C'est très beau à vivre et pas forcément facile à expliquer. C'est-à-dire que l'immobilité dans le mouvement, c'est la concentration dans le moment présent lorsque je bouge. Je ne suis pas dispersé psychiquement, je suis pleinement dans mon geste. Le corps est dans l'énergie est le corps. Et puis quand je me fixe, par exemple en méditation, quand je m'assois, quand je suis tranquille, il y a un mouvement interne, une pleine présence, une vie extraordinaire intérieurement, qui peut peut-être se sentir pour les gens qui sont un peu présents eux aussi extérieurement, mais qui ne se voient pas par un mouvement extérieur, par une agitation. Et donc l'immobilité dans le mouvement, dans le geste, dans l'action, et le mouvement, la pleine vie dans le calme, dans l'immobilité. C'est vraiment ça, la non-action, c'est quelque chose qui se vit par cet aspect duel de l'immobilité et du mouvement. Les deux sont joints, toujours un petit peu en interaction, toujours en échange. Et donc quand je suis calme intérieurement, je peux agir très facilement avec mon environnement et faire les actions nécessaires et adaptées à ma nécessité quotidienne. Et à l'inverse, lorsque je me pose physiquement, je vais goûter à mon environnement, je vais vivre cette joie intérieure, cette finesse, cette sensibilité du réel, où une multitude de choses vont se vivre. Et ça, vous voyez cette sagesse, cette pure conscience chez les personnes âgées qui ont une certaine maturité. Même si aujourd'hui ça se voit de moins en moins, parce qu'il y a tellement d'agitation extérieure que les gens ont du mal à se reposer en eux-mêmes, eh bien on le voit chez ces personnes qui n'ont rien d'autre à faire, parce qu'elles ont fini leur expérience de travail, et donc elles sont dans une possibilité d'être tranquilles toute la journée, pendant des heures. Elles vont se poser sur le pas de leur porte, à la fenêtre. Elles vont être quelque part sur un banc public, et elles vont être là simplement en train d'observer leur environnement, sans faire quelque chose de particulier. Une présence à ce qui est là, voilà, pure et pleine en fait. Et cette plénitude, c'est ça. C'est physiquement immobile, physiquement tranquille, mais intérieurement
riche, en pleine ébullition, en plein, comment dire, en, en, en train de goûter pleinement à ces subtilités qui sont invisibles aux gens qui passent sans observer. Voilà. Et c'est revenir à ces sensations. Et puis, quand j'ai quelque chose à faire, c'est le faire de manière tranquille. Ça ne veut pas dire de manière lente, ça veut dire de manière calme intérieurement. Et donc, vous voyez qu'on retrouve cette paix intérieure, et que cette paix intérieure amène un extrême dynamisme. Et donc, il ne faut pas confondre la non-action avec la léthargie. C'est complètement différent. Et parfois aussi, une apparence léthargique peut cacher une action riche intérieure. Et donc, il faut apprendre un petit peu à développer ce regard et cette subtilité, ces nuances qui peuvent se faire en vivant toutes ces expériences de vie intérieure et ne pas se tromper sur ce que la personne fait et sur ce que la personne est et sur ce que soi-même on est et sur ce que soi-même on vit. Voilà un petit peu pour ce partage. Bon, j'espère que ça a été clair. Et en tout cas, je vous souhaite de le vivre. Si vous le vivez déjà, je suis très content pour vous. Et je suis très content en fait pour nous. Voilà. Soyez bien. Et je vous dis à bientôt.